Consacré à la réinscription de la Nouvelle-Calédonie il y a 30 ans sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Un travail des leaders indépendantistes kanak du FLNKS, mais également des syndicats. Louis Kocha-Roguey se souvient de ce travail qui a été fait il y a 30 ans. Je vous propose de l'écouter. Oui, merci à vous, Radio Dido, de me permettre de rappeler cette part de notre histoire, parce que elle a été essentielle, et l'USTKE a contribué, a joué un rôle important dans cette réinscription. Mais avant tout, avant de rentrer dans ce qu'a fait directement l'USTKE, je voudrais rendre hommage, parce que on l'oublie trop souvent, je pense, à Tonton Yann, qui je dirais, a donné toute sa vie, son énergie, jusqu'à en tomber malade, mais il a continué dans la maladie, à œuvrer pour que, au niveau international, la cause kanak soit connue, soit reconnue, et donc qu'il y ait un aboutissement au niveau de l'ONU à travers tout ce travail de lobbying qui a été fait non seulement dans la région du Pacifique, mais aussi dans le monde. Alors, nous, l'USTKE, nous avons été créés en 1981. En 1982, nous avons adhéré au Forum des syndicats du Pacifique. C'est un forum qui regroupait l'ensemble des syndicats du Pacifique, et notamment l'USWINC, à ce moment-là, il était. Il faut rejoindre plus tard au niveau du SPOCTU, lorsque le forum deviendra le SPOCTU, mais c'était surtout l'USWINC et l'USTKE. Et donc nous tout de suite, nous avons porté la cause de la Kanaki dans ce forum. Peut-être qu'ici, ce rôle-là n'est pas assez connu, mais je peux vous assurer que dans les pays environnants, les syndicats pèsent beaucoup, et notamment dans les pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie, puisque il y avait un lien entre les conseils nationaux syndicaux et le Parti travailliste. Je vous donne un exemple. Bob Hawke, qui était le président de la CTU, Australian Council of Trade Unions, c'est le Conseil national des syndicats australiens, est devenu plus tard président du Parti travailliste et est devenu Premier ministre d'Australie. Donc, c'était une influence très forte du mouvement syndical dans ces pays-là. Et donc, nous étions ensemble dans le Forum des syndicats du Pacifique. Alors, le Forum des syndicats du Pacifique s'est formé pourquoi? Pour deux choses essentiellement. Combattre les essais nucléaires faits par la France à Mururoa, donc pour préserver un océan Pacifique de la contamination nucléaire et des risques de nucléaire. Et deux, c'était pour défendre l'indépendance des pays encore colonisés de la région. Et donc, nous nous sommes retrouvés à l'aise dans ce forum des syndicats du Pacifique avec un discours fort pour la cause kanak, pour notre cause. Et en 1984, donc suite à la création du FLNKS, je rappelle que l'USTKE a été très partie prenante dans la création du FLNKS, la proximité avec Éloi Machoro. Je pense que tous ceux qui sont encore de cette époque-là s'en souviennent très bien. Et c'est tenu juste derrière, au mois d'octobre 84, à Nandi, une conférence du Forum des syndicats du Pacifique, et nous avons fait voter une motion de reconnaissance du FLNKS par le Forum des syndicats du Pacifique. Et ça a été la première reconnaissance internationale du FLNKS. Tonton Yann passait à Nandi pour aller à l'ONU, et donc à l'escale de Nandi, nous avons été lui apporter cette première motion de reconnaissance internationale du FLNKS, grâce donc au travail de lobbying de l'USTKE à l'intérieur du Forum des syndicats du Pacifique. Donc, à travers ce forum, nous avons énormément joué un rôle important, et je voudrais souligner que lors de cette conférence à Nandi, nous, notre interprète, c'était Jean-Gabriel Mangui, de ABC Radio, et donc, lui, il était là avec la délégation arrivant d'Australie, et à l'intérieur, c'était donc John Halfpenny, qui était donc le coordinateur du Forum des syndicats du Pacifique. Et John Halfpenny, lui, il était le leader du centre-gauche au sein du Parti travailliste australien. Et à cette conférence était venu aussi quelqu'un dont j'ai connu non plus tard, mais qui était quand même extrêmement important.
un sénateur s'appelait Chris Schott. Et Chris Schott, il venait de l'Australie du Sud, d'Adélaïde. Donc, quand Gabriel Mangué me l'a présenté, j'ai refusé de lui serrer la main. Et donc, il a été assez choqué, il n'a pas compris. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je ne serre pas la main de quelqu'un qui représente un pays qui continue à refuser que nous, notre pays, il soit inscrit à l'ONU. Parce qu'il faut savoir que le passage obligé pour arriver au niveau du comité des 24, il faut passer par les structures régionales de l'ONU, reconnues par l'ONU. Et donc, c'est le Forum des pays du Pacifique. Et pendant des années, les petits pays étaient d'accord pour la réinscription de la Nouvelle-Calédonie, de Kanaki, donc sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Et c'était l'Australie qui s'opposait. Et quand l'Australie s'opposait, la Nouvelle-Zélande suivait toujours l'Australie. Et donc, moi, j'ai refusé de serrer la main de cette personne-là. Et donc, pendant toute la durée de la conférence, on en a discuté, il est revenu, et puis après, donc, il a compris. Il m'a dit, je soutiendrai, donc, quand je vais rentrer en Australie, cette cause de la réinsertion. Et en fait, Chris Schott, lui, il était le leader du centre droit du Parti travailliste. Et avec John Halfpenny, le centre, il faut savoir que le centre, le droite et le gauche faisaient la majorité au sein du Parti travailliste australien. Et donc, alors, évidemment, les rencontres des syndicats ont continué et je voudrais rappeler que nous avons quitté le congrès de FLNKS à Naketi en 1985 et nous sommes partis donc au Vanuatu pour un comité directeur du Forum des syndicats du Pacifique, et c'est à ce comité directeur qu'a été prise la résolution de soutenir par tous les moyens la cause kanak, mais dans ses projets de communication, ce qui deviendra plus tard Radio Tido, Buenando, tout ça. Les financements sont venus, les premiers financements sont venus donc des syndicats du Pacifique. Et plus tard, Jacques Bointy, lorsqu'il le tiendra, le bureau du FLNKS à Sydney, sera aussi financé en partie par les syndicats et y compris par les églises. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir parce que c'est important, surtout si on arrive à une période où il sera de nouveau important de réactiver ses soutiens et ses lobbying. Donc, en 1986, c'est tenu donc à Hobart en Tasmanie je crois que c'est au mois de mai, si ma mémoire ne me fait pas défaut, le congrès du Parti travailliste. Et moi, à cette époque-là, j'étais représenté le FLNKS à Hobart en Tasmanie. Et c'est à ce congrès que le Parti travailliste, donc fort de John Halfpenny, le leader du centre-gauche, et Chris Schott, leader du centre-droit, donc majorité, donc au congrès, le Parti travailliste a pris la décision, australien, a pris la décision de réinscrire la Nouvelle-Calédonie, donc au forum, dans la liste des pays à décoloniser. Et donc le gouvernement australien, qui donc c'est un gouvernement travailliste, donc est parti donc au forum des pays du Pacifique avec cette décision. Et donc le forum des pays du Pacifique pour la première fois a adopté, c'était à Suva, je crois que c'était au mois de juillet ou août qui a suivi, a adopté donc la résolution de réinscription. Donc le forum des pays du Pacifique a adopté la résolution de réinscription. Ensuite, Totoyan, il est parti avec cette décision-là. Il est parti donc à Harare au Zimbabwe. Donc, je crois que c'était le congrès des pays non alignés. Il faut savoir que le pays non aligné constituait la majorité de l'Assemblée générale à l'ONU. Et donc, fort de la décision des pays du Pacifique, les pays non alignés donc ont adopté la résolution donc à leur congrès à Harare au Zimbabwe de réinscrire la Nouvelle-Calédonie donc sur la liste des pays à décoloniser. Et donc, quand c'est arrivé sur le bureau de l'ONU, évidemment, au mois de décembre, il y a eu le vote majoritaire pour cette réinscription. Et voilà tout le cheminement. Mais c'était le déclic, c'était au niveau donc des pays du Pacifique. Et j'ai livré l'anecdote de ce refus de serrer la main à ce sénateur australien parce que il a été aussi déterminant, Chris Schott. Voilà. Là, ce que je puis dire par rapport à la contribution que nous avons eue pour cette réinscription. Alors, Louis Kocharogué, donc justement, 30 ans après, aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé des lobbies, des soutiens qu'il faut réactiver. Aujourd'hui, le contexte actuel, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport justement à ce travail Il faut déjà dire que les accords ont tari, je dirais, cette source
de soutien, puisque les accords ont amené la paix, ont amené les bonnes relations avec la France, et donc il n'y avait plus la même nécessité. Tout à l'heure, j'ai évoqué le cheminement vers la réinscription. Là, c'est pour vous dire aussi que ces soutiens qu'on avait, c'était pas seulement dans la région Pacifique, c'était aussi au niveau national, aussi au niveau international. Il y avait beaucoup d'organisations, de groupes, d'églises qui ont soutenu la démarche. Et donc, les accords politiques ont été interprétés comme des accords de paix. Il n'y avait plus la même nécessité donc de soutien. 98 est venu confirmer ça. Donc, voilà. Alors après, est-ce que ce sera nécessaire de réactiver tout ça? Ben, il faudra refaire tout ce travail-là. Je pense que actuellement, il y a un travail qui est fait au niveau diplomatique, au niveau régional. Depuis là, donc, était né, comment on appelle ça, le groupe fer de lance, il y a toujours avec les pays faisant partie et derrière aussi les pays du Pacifique. Quoiqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les choses sont en train de changer, d'évoluer, mais il reste quand même à ce niveau-là des soutiens. Et si c'est nécessaire, le moment venu, il faudra les réactiver, c'est sûr. On les voit déjà en France avec la ISDPPK qui commence comment dire, j'ai vu sur Mediapart une publication de la ISDPPK qui était un comité de soutien qui avait été mis en place en France. D'ailleurs, je le souligne aussi puisque c'était le travail qu'a fait Naraïn, représentant du STECA en France en 1984-85. Alors une autre question justement, Louis Kocha-Rogué, donc par rapport justement à la représentation du FLNKS ou du peuple kanak au niveau des Nations Unies. Aujourd'hui, on voit les non-indépendantistes et présents également donc au niveau de l'ONU. Même le gouvernement est représenté. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Mais c'est la logique des accords qui ont été signés. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et puis voilà. Mais c'est sûr que la réinscription, ça a un sens. La réinscription, c'était de porter à la connaissance du monde entier la situation du pays, la souffrance du peuple kanak. Et donc aujourd'hui, il y a une stratégie qui est engagée par les opposants politiques au pays, enfin par les partis pro-colonialistes. L'État français qui a toujours refusé cette inscription, lui, il a une représentation permanente à l'ONU. Il faut jamais oublier que c'est, c'est un des pays membres du Conseil de sécurité. Donc, et le travail d'influence, de lobbying de la France est permanent et quasi quotidien. Donc, c'est sûr quand ici tout va bien, qu'il y a les comités des signataires où tout le monde est fin content à la sortie, bon, faut pas s'étonner que à l'ONU, il y a les Yano et compagnie qui vont à l'ONU, il y a le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ils sont devenus membres du forum des pays du Pacifique, je crois. Donc, mais ça c'est le résultat des accords, faut pas l'oublier. Si je pense que même en ancien les accords, il y avait une attitude un peu plus forte et opposée, et à la fois au pays et ailleurs, pour être constant et fort. On a vu ça ne serait pas arrivé, mais bon, je veux dire, ça c'est mon point de vue, et il y en a qui pensent différemment dans le monde indépendantiste. Et maintenant, je vous propose d'écouter Gérard Régnier, donc secrétaire général de l'Union calédonienne, qui nous donne également ses sentiments. Oui, c'était